Bonjour à tous, merci d'être là pour cette conférence. On va vous présenter quelques slides avec sur l'activation des données pour faire face à la disparition des cookies tiers. On sait tous que c'est le sujet 2024 chez tous les marketeurs qui font de l'acquisition en ligne. On va essayer de commencer par une partie plus pour du contexte, expliquer l'impact l'avant et après. Je serai accompagné par Alexandra, qui s'occupe de nos clients chez Dinmo, et encore Sylvain de chez Encore Store, qui est un de nos clients qui utilise la plateforme Dinmo pour justement faire face à la disparition des cookies tiers. Et on reviendra à la fin sur les cas d'usage qu'ils ont réussi à mettre en place chez Encore Store. Et je vais laisser la parole à Alexandra, yes. Pour commencer par la partie contexte. Yes. Du coup, je ne sais pas à quel point vous êtes tous familiers avec la notion de cookies et de cookies tiers, donc on tenait déjà un peu pour du contexte à définir un peu ce que c'était. Donc les cookies, de manière générale, ça va être un fichier qui va être stocké dans le navigateur d'un utilisateur, donc une personne comme vous et moi qui navigue sur Internet. Et ce qui se passe généralement quand on navigue sur Internet, c'est qu'on va sur un premier site, on regarde des articles, ici des articles, enfin des chaussures par exemple, on ne fait pas d'achat et on change de site parce qu'on a quelque chose d'autre dans la tête, on peut aller sur un blog d'un sujet qui nous intéresse, peu importe, mais on remarque que sur ce site, il y a des pubs sponsorisées d'autres articles, et donc ça c'est par exemple des chaussures qu'on a déjà vues sur un site. Donc ça, la pub qu'on voit sur un autre site, c'est parce que les cookies qui étaient stockés sur mon terminal, sur mon ordinateur, ont compris que j'étais intéressée par ces chaussures parce que je les ai déjà vues sur le site A, et du coup on me met de la pub sur le site B pour un article que j'ai déjà vu. Et donc si je clique sur la pub, je reviens sur le site A du premier site que j'ai vu, et c'est grâce aux cookies tiers qui ont tracé en gros mon parcours de navigation sur Internet et qui ont compris mes intérêts. Le problème de tout ça, c'est que les cookies tiers, en fait, justement, ils tracent le parcours d'un utilisateur sur Internet, et ça a posé des problèmes de vie privée et de confidentialité, parce que je pense qu'on aime tous pas être trop suivis, et du coup, la plupart des gens ont commencé à critiquer le fait que n'importe quel acteur puisse savoir ce que j'ai regardé sur Internet. Donc ça a commencé par les régulations RGPD en 2016, donc ça c'est des régulations à l'échelle européenne. Il y a Apple qui allait un peu plus loin sur les régulations en limitant le tracking entre les apps entre elles avec son ITP en 2017. La RGPD, je l'ai mentionné en 2016, en fait, elle est vraiment rentrée en vigueur en 2018, et en France, ce qui impacte vraiment tout ce qui va au plus loin de la RGPD, c'est plutôt la CNIL qui est en 2021, donc c'est toutes les bannières cookies qu'on voit sur les sites internet maintenant, donc qui nous demandent d'autoriser ou de refuser les cookies. Donc si on refuse les cookies, typiquement tout ce qui est déjà fait sur le tracking des cookies tiers sera juste interdit sur le site qu'on est en train de visiter. Et ça, la fin des cookies tiers, il y a des navigateurs qui ont juste poussé pour l'arrêter en dehors des bannières sur les sites internet. Donc là, c'est déjà le cas sur Firefox et Safari, qui depuis 2019 ont juste interdit l'utilisation de cookies tiers sur tous les sites sur ces navigateurs-là. Et aujourd'hui, on parle de la fin des cookies tiers parce que Google Chrome va mettre fin aux cookies tiers également sur son navigateur, annoncé pour le T3 2024. Ça avait été reculé plusieurs fois. Et on sait que Google Chrome, typiquement en France, c'est 80% du trafic de navigation sur Internet. Donc ça aura des gros impacts parce qu'en fait, juste il y a 80% des utilisateurs qui n'auront plus de cookies tiers tout court. Donc ça, si on récapitule tout ça, entre les régulations RGPD, le consentement, l'utilisation des adblockers qui juste empêchent la publication de pubs sur des sites Internet, et la fin des cookies tiers, finalement, sur les 100% d'informations qu'on aurait pu récolter sur un site Internet, sur le tracking d'un parcours client, on va récupérer que 10% de l'information initiale. Du coup, forcément, ça a des grands impacts sur les différentes stratégies marketing qu'on pouvait mettre actuellement. La première chose, c'est vraiment le retargeting. Donc, on ne peut plus suivre le parcours d'un utilisateur sur Internet. Donc, on ne peut pas savoir quelle page Internet il a consulté. Donc, si je ne sais pas qu'il allait voir, par exemple, des pages de chaussures, forcément, je ne peux pas aller le retargeter sur des chaussures, que ce soit ma marque ou une autre marque, sur d'autres sites Internet. Ça va avoir des impacts aussi sur les cas d'usage d'acquisition.
Un cas typique d'acquisition, c'est d'aller viser des personnes ressemblant à mes meilleurs clients. Vous connaissez vos clients, vous savez qui sont vos meilleurs clients, qui achètent le plus, etc. Mais vous n'allez pas savoir les personnes qui leur ressemblent parce que vous n'arrivez pas à faire des correspondances entre ce que font vos meilleurs clients et ce que font des gens qui leur ressemblent. Donc ça va être plus compliqué d'aller acquérir des gens qui ressemblent à vos meilleurs clients. On a également un impact sur la mesure des conversions et du coup forcément sur les reporting qu'on peut faire parce que quand quelqu'un fait un achat sur un site internet, si les cookies tiers sont bloqués, toutes les régies type Facebook, Google, etc. vont pas pouvoir avoir connaissance de cette conversion. Donc forcément ça a un impact un peu sur le retour sur investissement de vos campagnes parce que juste vous mesurez pas toutes les conversions qui sont associées à cette campagne. Et la dernière chose d'un point de vue purement marketing qui va être impacté par la fin des cookies tiers, ça va être également la fréquence d'exposition à une publicité. Je pense qu'on sait tous qu'une bonne publicité, une bonne image de marque, ça va passer par du multitouche, ça va passer par plusieurs messages sur différents canaux, etc. Mais il y a un moment où, quand on touche trop souvent une personne, ça peut aller à l'irritation plutôt qu'à l'action vers la conversion. Et donc ça, avant, on arrivait à mesurer via les cookies tiers combien de fois une personne avait été exposée à une publicité d'une marque. Vu qu'on n'arrive plus à mesurer, encore une fois, les expositions, potentiellement une personne va être trop exposée et on va passer de l'autre côté, à la place de l'encourager à convertir, on va juste l'énerver et du coup il ne va pas convertir. Je te laisse prendre la main. Merci Alexandra. Donc, je vais prendre la suite pour essayer d'illustrer du coup l'impact de la disparition des cookies tiers sur vos coûts d'acquisition. Donc, vous avez un budget, vous allez le mettre en fait sur une plateforme Google, Facebook, etc. pour acquérir des nouveaux clients. Le problème, c'est que vu que les cookies tiers en fait sont bloqués, donc l'information ne remonte pas dans les régies Google, Facebook, ce manque de remontée d'informations va avoir un impact sur le budget que vous dépensez. Et en général, ce qu'on voit, c'est que des marques qui continuent en fait avec un dispositif de tracking comme celui d'il y a 3 ans ou 4 ans, en fait risquent de perdre jusqu'à 60% du budget à cause d'inefficience. Si on essaie de répartir ces inefficiences en différentes catégories, la première inefficience, c'est le fait que, comme ces régies-là n'arrivent pas à savoir qui convertit sur le site ou pas, parce que l'information ne remonte pas, ils vont continuer à distribuer de la publicité, des publicités que vous allez voir alors que vous avez déjà converti, et ce coût-là, il est répercuté sur l'annonceur. Et ça représente à peu près 10% de votre budget d'acquisition. Ensuite, il y a une deuxième inefficience qui est le fait que vous allez dépenser de l'argent sur des clients que vous connaissez déjà, que vous pouvez adresser via le CRM, via d'autres canaux, mais comme ces régies Facebook et Google ne disposent pas de l'information de qui sont vos meilleurs clients, en fait, ils vont continuer à leur distribuer de la publicité parce qu'ils ne savent pas les différencier des nouveaux clients. Et la troisième inefficience, c'est le fait qu'il faut savoir qu'un algorithme publicitaire, il fonctionne avec globalement un objectif qui est suivi par la remontée des conversions depuis le site de l'annonceur. Et s'il n'a pas en fait cette information-là, en fait l'algorithme va perdre d'efficacité parce qu'il n'arrive pas en fait à faire la différence entre quels sont vos meilleurs clients, quels sont les clients qui sont intentionnistes, qui vont cliquer sur la publicité, qui ne vont pas finir par faire la conversion souhaitée. Ça, c'est à peu près 15% de vos budgets d'acquisition. À ça, on rajoute aussi les 10% liés à l'exposition et la distribution de la publicité et donc le mauvais ciblage. Donc on voit carrément qu'un annonceur qui est capable aujourd'hui de remonter toute l'information sur ses clients, sur les conversions et évite le blocage des cookies tiers, serait capable de récupérer jusqu'à 60% de son budget d'acquisition pour le réinvestir dans des nouvelles campagnes et avoir en fait encore plus de clients. Pour illustrer le premier impact, en fait, on a pris un exemple d'une marque française où, en gros, on était exposé à une publicité sur Facebook. Donc, on a cliqué sur cette publicité, on est allé, la proposition de valeur, elle était attrayante, donc l'utilisateur, il a procédé à l'achat. Ensuite, donc, la commande a été confirmée, il a reçu un peu la confirmation de sa commande. 3 jours après, en fait, il revient sur Facebook, il est encore en fait exposé à la même publicité. Là, on parle d'un produit qui est à l'abonnement. Donc, le client est déjà abonné, et il continue en fait à recevoir cette publicité. Donc, 2 impacts. C'est que le client, c'est quand même une frustration de continuer à avoir en fait de la publicité orientée à acquisition alors qu'il a déjà fait l'action. Et 2, l'annonceur, il est en train de payer de l'argent pour des personnes qui ont déjà converti. Et ça, c'est à peu près 10% des coûts d'acquisition, et ça peut être plus important selon la nature du business.
Et donc, on se demande tous, mais comment faire face à ça? Certainement, les régies publicitaires, en fait, ils se sont préparés à ça. Ils ont fait évoluer leur plateforme pour trouver des alternatives qui respectent la vie privée, mais qui responsabilisent l'annonceur. Et donc, leur solution, c'est comme un consensus pour toutes les régies, c'est de demander à l'annonceur d'envoyer les informations qui étaient historiquement envoyées automatiquement via du tracking qui est avec des tags qui sont déposés sur le site, et demander à l'annonceur de l'envoyer directement depuis les serveurs. Donc partager des audiences CRM pour communiquer l'information aux différentes régies de qui sont vos clients. Donc vous êtes capable de leur communiquer ça via des audiences basées, et le matching s'opère sur des données personnelles, type l'email, numéro de téléphone, ils arrivent à les reconnaître. Et ensuite, vous avez la possibilité en fait, d'indiquer pour des campagnes, de dire je ne veux pas dépenser de l'argent sur mes clients existants, je vais les exclure de toutes les campagnes d'acquisition. Et pour les conversions, pour améliorer la remontée des conversions, il y a plusieurs solutions qu'on appelle des server-side, c'est-à-dire utiliser un envoi directement depuis le serveur des annonceurs, sans passer par le navigateur, via des envois via API. Et pour cela, il faut être équipé technologiquement de solutions qui permettent cet envoi-là. On a essayé de résumer en 3 étapes ce qu'il faut faire pour tout annonceur pour arriver à récupérer ces 60% du budget qui est aujourd'hui impacté par la disparition des cookies tiers. La première étape qu'on recommande à tous les annonceurs, c'est de remonter tout le funnel de conversion. Aujourd'hui, que ce soit sur Google ou Facebook, vous avez en fait un tracking des événements, tout ce qui se passe sur le site, de la vue d'une page jusqu'à la conversion. Le problème, c'est que, toutes les conversions ne remontent pas à cause du blocage des cookies tiers, donc il faut trouver une solution de passer par le server-side pour remonter toutes les conversions. Et 2, si vous avez un funnel lent, notamment on le voit dans tous les business qui utilisent leur site pour générer des leads, mais la conversion réelle se passe en offline, il faut être capable aussi de remonter ces informations de conversion en offline. Donc, déjà, en faisant cette première étape, vous récupérez une grande partie de vos budgets d'acquisition parce que vous évitez l'inefficacité des algorithmes publicitaires parce qu'ils seront nourris de 100% de l'information des conversions de vos utilisateurs. Et donc ça, c'est vraiment la première étape avant d'aller sur des cas d'usage un peu plus compliqués. Il faut s'assurer que vous avez le même funnel entre vos outils internes et ce qui remonte sur Google et Facebook. La deuxième étape, ça concerne l'utilisation des audiences. Donc, c'est ce qu'on appelle le Google Customer Match, Facebook Custom Audience, les listes de clients. Donc, d'être capable de communiquer régulièrement des listes d'audience sur ces plateformes. Ces listes d'audience peuvent être utilisées de plusieurs manières. La première manière, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de séparer les campagnes entre acquisition et réachat. Typiquement, si vous avez une audience de vos clients existants et que vous avez un business model basé sur l'abonnement, vous pouvez exclure automatiquement la liste de tous les clients abonnés de toutes les campagnes. Et ça, en général, on le voit, c'est pas forcément une pratique partagée avec tous les annonceurs, mais ça permet de récupérer jusqu'à 15% du budget d'acquisition en évitant de dépenser de l'argent sur des clients que vous connaissez et que vous pouvez aussi leur parler via d'autres canaux. Il y a d'autres utilisations des audiences, c'est typiquement donner des signaux à l'algorithme pour dire ça c'est mes meilleurs clients, ça marche bien avec Performance Max sur Google par exemple. Sur Facebook ou sur d'autres plateformes, on peut utiliser des listes pour faire du lookalike. Donc donner l'information à ces régies pour qu'ils vous cherchent des clients qui ressemblent à vos meilleurs clients. Et on peut aussi les utiliser pour faire du remarketing, pour pousser des clients existants à racheter et ensuite donc générer une lifetime value meilleure sur ces clients-là. Parce que c'est des clients que vous connaissez quels produits les intéressent, donc vous pouvez personnaliser la communication avec ces clients. L'étape ultime vraiment de maturité, une fois que les conversions remontent bien, qu'on utilise bien les audiences, c'est d'essayer de remonter l'information, des signaux faibles à ces régies pour expliquer la vraie valeur de vos conversions. La majorité des annonceurs, en fait, ils ont des clients qui génèrent plus de valeur que d'autres. Il y a des clients qui vont acheter une seule fois, qui ne vont pas revenir. Des clients qui peuvent générer une lifetime value plus importante et des conversions qui ont une marge supérieure à d'autres. Et le problème, c'est que si vous voulez optimiser la valeur globale de toutes les conversions sur toute la durée de vie du client, il faut que Google et Facebook sachent la vraie valeur de vos conversions. Je vous donne quelques exemples. Il y a un retailer qui a
plusieurs produits qui ont des marges différentes. On peut avoir un produit qui a une valeur TTC très importante, mais la marge elle est faible et il veut prioriser des commandes, en fait, des conversions sur les produits qui ont le plus de marge. En fait, il lui suffit de renvoyer cette information de marge pour chaque conversion, qui est en général une information qui n'est pas disponible directement sur le site et il faut être capable d'avoir la technologie qui permet de l'envoyer. On peut aussi avoir des clients en fait, notamment c'est le cas chez Anchor qui sont meilleurs que d'autres, qui vont générer plus de valeur que d'autres. Donc, cette information, quand on a un sign-up, en fait, elle n'est pas remontée, mais on est capable, une fois après analyse de chaque conversion, de chaque sign-up, de dire ce client-là, il est plus important pour moi qu'un autre. Donc, si on renvoie cette information aux régies publicitaires, ils vont prioriser ces clients-là par rapport à d'autres. Comme vous le voyez, en fait, toutes ces stratégies en fait, reposent sur un même socle technologique, c'est-à-dire la capacité à renvoyer depuis le serveur de l'annonceur, des informations vers les plateformes publicitaires, sous forme d'informations de contact ou d'événements offline ou online, ou du scoring, etc. Et ces informations-là, en fait, ils doivent être communiquées de façon régulière. Aujourd'hui, malheureusement, tous les annonceurs ne sont pas forcément équipés de ces technologies. Il y en a une partie qui qui sont passés d'un tracking sur Google Tag Manager à un tracking sur server-side, mais en fait, il y a pas mal de possibilités, notamment sur les audiences, sur les conversions offline, qui ne sont pas encore là. Et pour cela, en fait, on a créé Dinmo comme une plateforme d'orchestration qui permet d'utiliser 100% de ces données clients dont vous disposez pour les envoyer vers ces plateformes publicitaires sous forme de conversion online, offline ou encore des audiences, sans que vous occupiez de la mise en place de toutes ces pipelines de données qui vont alimenter les différentes plateformes. Et donc, comment ça fonctionne? La première chose, c'est on se connecte à votre environnement de données, donc là où vous stockez vos données, on essaie de créer ce qu'on appelle un data model, donc d'avoir la vision 360 de vos clients, et ensuite vous avez la possibilité de créer n'importe quel segment, client ou conversion online, offline, vous faites cette définition-là grâce à un segment builder visuel, sans forcément avoir besoin d'un data ingénieur ou d'une équipe technique. Vous créez ce segment-là et ensuite vous avez la possibilité de le partager avec l'ensemble des plateformes que vous utilisez. Si vous utilisez 4, 5, 6 plateformes pour faire de l'acquisition, vous pouvez partager la même information à toutes ces plateformes. Et à chaque fois que l'information change, qu'il y a une nouvelle conversion ou il y a une nouvelle personne qui a acheté, l'information elle est automatiquement renvoyée vers ces plateformes-là. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir 100% des données qui remontent sur ces plateformes. Voilà, donc c'est tout pour moi et je vais laisser la parole à Sylvain pour vous expliquer comment on a collaboré ensemble justement pour améliorer leur acquisition. Et je lui laisse la parole pour vous en dire un peu plus. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Sylvain, donc je suis lead performance chez Anchor Store et lead SEO. Donc moi, mon poste, en fait, il consiste tout simplement à faire en sorte que l'acquisition tourne toujours, malgré la fin des cookies. Je vais vous donner quelque chose de concret. Donc l'idée, c'est vraiment de vous présenter des choses qui sont potentiellement actionnables aussi chez vous. Mais juste avant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est un peu le profil des gens qui sont dans cette salle. C'est de savoir combien il y a de personnes qui sont chez l'annonceur. Juste pour, si vous pouvez lever la main. Ok, ah oui, quand même, la majorité. Et les autres sont plutôt agences, SaaS, j'imagine. Ok, c'est ça. Ok, pour les restants, ils n'ont pas voulu lever la main. On va dire que c'est les timides. Est-ce que vous avez déjà activé de votre côté certains outils, donc typiquement des CDP comme ça, pour envoyer de la donnée un peu sur les différentes plateformes? Est-ce que Facebook API, c'est quelque chose qui vous parle de base ou pas du tout? Vous pouvez lever la main si vous ne voulez pas dire oui. Non, personne n'est plutôt à l'aise avec ces notions. Ok, donc ça va être très bien, parce que du coup, je vais vous montrer, entre guillemets, comment est-ce qu'on a implémenté Dinmo de notre côté dans une organisation. Donc c'est aussi ça le sujet. C'est vrai que c'est cool d'avoir plein d'outils. On est toujours confronté pas à l'outil, mais plutôt à l'organisation interne, qui est de dire, comment est-ce qu'on l'implémente. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est pour vous donner un peu un contexte. Primo, donc Anchor Store, qu'est-ce que c'est? C'est une marketplace qui met en relation des marques avec des boutiques indépendantes. On est donc dans l'univers des grossistes, du wholesale. Et grosso modo, nous, ce qu'on veut, c'est d'aider les petits commerçants à rencontrer plein de nouvelles marques. Parce que forcément, on aime acheter local. La difficulté dans notre organisation, c'est qu'on a une segmentation des équipes assez particulière.
on a une équipe tech, une équipe produit et une équipe revenu. Donc forcément, c'est des silos. Chacun a, entre guillemets, des objectifs, des tâches, des priorités. Et c'était pas forcément évident d'avoir de la bande passante côté IT. Donc pour ceux qui sont chez l'annonceur, j'imagine que faire un ticket data, on vous dit « t'es bien mignonne, t'es bien mignon, mais c'est pas ma prio. J'ai beaucoup de choses à faire. » Et chez Encore Store, c'était exactement le cas. Donc nous, on n'avait pas forcément le choix, on avait besoin d'avancer. Et on se prenait toujours, entre guillemets, un peu, je dirais pas un mur, je dirais même j'ai une montagne, je dirais même plus. Toujours très compliqué de le faire. Donc forcément, on se pose la question sur mon job, à quoi il sert. Et donc forcément, il fallait trouver une solution. Et évidemment, ce qu'on avait besoin, c'était aussi de mettre en place ce qu'on appelle un mindset, le self-serve data, qui était de dire comment est-ce que les équipes marketing sans connaissance technique soient capables d'utiliser la donnée et de l'activer dans son quotidien. Donc là, vous allez me dire, il y a quand même pas mal de sujets, pas mal de problèmes. Il s'enflamme un petit peu. Et c'est ce que, accessoirement, mon CMO m'a dit. Donc du coup, en fait, non, ce qu'on cherchait, c'était un outil qui nous permettait d'onboarder les équipes marketing qui soient capables en fait, d'utiliser pour activer de la donnée. Parce que forcément, fin des cookies, comme l'a expliqué Oussama et Alexandra, la définition même, c'est qu'on n'est plus capable de tracer qui que ce soit, et forcément, vos campagnes vont être affectées parce que Google ou Facebook ne savent plus du tout qui targeter. Et donc, là-dessus, on avait besoin d'un outil. Donc, il y a plein d'outils sur le marché, des iTouch, GetCensus, etc. Bon, Dynamo va me détester après avoir dit ça. Mais le problème, c'était que c'était des outils beaucoup trop techniques pour les marketeurs. Beaucoup trop techniques parce que ça demande à ce que ça soit la technique qui s'en empare, ça soit la technique qui le maintienne. Et eux, ils n'ont pas envie, en fait. Et surtout que derrière, quand vous faites des tickets, encore une fois, vous n'êtes pas sur la liste des priorités. Sauf si vous apportez le pain au chocolat, etc. etc. Donc, désolé aux Toulousains qui disent chocolatine. Donc, du coup, pas mal de difficultés. Un, c'est la donnée, perte de données avec les cookies. Donc ça, on est tous dans le même cas. 2, difficultés d'organisation parce que forcément, vous n'êtes pas prioritaire, alors qu'on est très sympa, alors qu'on veut gagner de l'argent. Du coup, on s'est paxé avec Dynamo pour justement booster à nouveau notre acquisition en récoltant de l'information qu'on a dans notre base de données et de les envoyer à ces plateformes. Donc, finalement, les plateformes, elles ont commencé à jouer le jeu aussi. C'est quelque chose que Oussama et Alexandra ont bien expliqué, c'est que avec la fin des cookies, Facebook, Meta, a mis en place le Facebook Conversion API, donc le fameux CAPI. Ça, je pense que vous avez vu peut-être une centaine de conférences dessus. Grosso modo, c'est juste pour dire, ok, plus de cookies, c'est pas grave. Envoyez-moi l'adresse mail, envoyez-moi le numéro de téléphone. Je vais être capable de matcher et trouver la bonne personne. Google Ads ont mis en place ce qu'on appelle le Enhance Conversion, qui est de dire, envoie-moi pareil, le numéro de téléphone et l'adresse mail, je vais être capable de matcher par la suite. La difficulté, c'est toujours pareil, c'est OK, comment est-ce qu'on l'implémente? Et donc là, le sujet avec Dynamo, c'était de dire, super, on est capable de connecter notre data lake, donc là où il y a toutes nos données, avec Dynamo, et à partir de Dynamo, on s'occupe de tout, c'est-à-dire qu'on fait tout, sans forcément avoir besoin de l'IT. Donc, premier problème organisationnel, l'IT est content, ils me regardent, ils me disent, c'est super, donc du coup, tes 100 tickets de l'année, j'en fais quoi? Je dis, écoute, je vais m'en servir, je vais les utiliser moi-même. Donc du coup, on devient indépendant. La mise en place a duré, je pense, Oussama, si je ne me trompe pas, 30 minutes, 1 heure. Du moment où il y a la donnée, en fait, l'implémentation elle est gérée parce qu'on a des intégrations natives avec les data lakes connus, donc type BigQuery, Snowflake, donc là où la majorité des équipes data et IT stockent la donnée, mais qui est sous-utilisée parce qu'en général, on fait de la BI, mais en fait, on ne la met pas à disposition d'une équipe qui en a besoin, notamment les équipes marketing et acquisition. Voilà, donc en plus, il vous l'a détaillé, si vous avez du Snowflake, du GCP ou whatever, en fait, Dynamo est capable en fait, de se connecter à cette base et à faire le setup très rapidement. C'est-à-dire qu'ils sont capables maintenant de collecter toutes ces informations. Et nous, en fait, c'était super parce qu'en fait, on avait besoin de collecter quelque part et surtout d'envoyer par la suite. Et là, à l'aide de Dynamo, donc toute cette partie infra, donc structuration du compte, c'est de leur côté qui ont été donc paramétrés assez rapidement, donc quasiment, en une demi-journée, c'était fait. Et on était capable tout de suite de mettre en place des cas d'usage. Exemple simple, OK, renvoie-moi la conversion directement sur Facebook API, renvoie-moi les conversions directement avec Google Ads, et tout ça s'est fait naturellement en 2-3 clics. Donc ça, c'était plutôt positif. Donc déjà, le pain donc, de l'IT est fait. J'espère qu'il n'y a pas trop d'IT. Ah si, c'est filmé en plus. OK, donc il ne faudrait pas réutiliser ça pour l'IT d'Encore Store. Je vous aime beaucoup.
Et de deux, pour les marketeurs, ils sont extrêmement contents parce que dans l'équipe, il y en a beaucoup qui sont forcément pas techniques. En fait, ils savent par contre l'information qu'ils veulent envoyer parce qu'ils comprennent ce que Google et ce que Facebook attendent. Et du coup, en fait, en 2-3 clics, vraiment, la plateforme, je pense que si vous voulez une démo, vous allez pouvoir voir, c'est vraiment ce qu'on appelle du no-code. Du drag and drop, vous dites, voilà, ça, c'est mes sign-up, donc ça, c'est ceux qui sont inscrits. Ah, ça, c'est mes achats, ça, c'est mon repeat, ça, c'est machin. Et en fait, il y a la création de toute cette base qui permet, en 3 clics, de dire, envoie-moi la donnée à ce compte-là, ce compte-là et ces comptes-là. Ce qui est plutôt positif, vous me direz. Donc du coup, ça c'est le premier cas. Et en fait, ce qu'on a remarqué... Ah non, ça c'est un autre sujet. Ouais, effectivement, là il y a les résultats. Et donc du coup, ce qu'on a fait premièrement, c'était effectivement d'envoyer des audiences et de faire de l'exclusion de clients existants. Vous allez dire, attends, quand même, tu fais de l'acquisition, tu t'exclus pas tes clients, c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous. Qu'on parte sur les bonnes bases. Néanmoins, on le faisait nous tous les mois. C'est-à-dire qu'on uploadait tous les mois notre fichier client pour en fait faire l'exclusion. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, l'algorithme de Google Ads, il préfère que ce soit un flux continu. Et ça, c'est positif, parce que du coup, on est capable de le faire maintenant. Et ce qu'on a remarqué sur un test d'un mois, en faisant un vrai A/B test, ça je vous escroque pas, on a remarqué qu'en fait, on avait réduit de 20% en fait, de nos dépenses sur en fait, des clients qui sont existants. Et c'est des campagnes broad, je ne vous parle pas d'une campagne marque, ce n'est pas ceux qui vont sur Interflora qui tapent Interflora. Non, c'est vraiment sur du large. Et ce qu'on a vraiment observé, c'est vraiment cette baisse de coût d'acquisition. Et surtout que sur les plateformes, on est capable de matcher jusqu'à 80-90%. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement, la fin des cookies, le problème c'était qu'on n'était pas capable de tracer les gens. Et le fait de passer par les outils comme Dynamo pour renvoyer la donnée, on est capable maintenant de matcher ces gens-là. Donc on les retrouve. Donc effectivement, c'est le truc. Si je peux te dire un mot juste sur ce cas d'usage, en fait, ça peut être sous-estimé. Et à chaque fois, on rentre avec nos clients avec ce cas d'usage parce qu'on se rend compte, typiquement, voilà, ce n'était pas le cas de la compagnie marque chez Encore Store, il y a énormément de marques qui se positionnent sur la marque et dépensent beaucoup de budget là-dessus. Sauf qu'il y a énormément d'utilisateurs qui viennent sur votre site pour suivre leurs commandes, pour se connecter à leur compte. Et en fait, ils ne sont pas dans un process d'achat. Et sauf que comme vous positionnez en fait, sur ces mêmes clients, tout clic en fait, il est répercuté sur vos budgets. Et comme sur la majorité des clients, on voit en fait la campagne marque quand même, elle prend en fait une grande partie du budget. Et on se rend compte en fait qu'il y a 20% de ces clics en fait qui servent à rien en fait. C'est des clients qui de toute façon vont aller sur votre site parce que ce qui les intéresse, c'est d'aller suivre une commande ou se connecter à un compte parce qu'ils sont abonnés. Et donc ça c'est vraiment du pain béni et l'avantage aussi avec Dynamo, donc on en parlait bien à Sylvain, c'est qu'on est capable d'utiliser 100% des informations personnelles pour améliorer le taux de matching. Contrairement, il y en a une capacité aussi de nettoyer nettoyer et enrichir ces listes-là pour assurer un taux de matching sur les plateformes majeures type Facebook et Google qui est supérieur à 80%, même dans des contextes où c'est du B2B, donc parfois l'adresse mail n'est pas la même qui est utilisée sur ces plateformes-là. Il a tout dit, donc ça marche super bien. Et donc ce qui est aussi positif, c'est que ce que vous allez vendre l'outil en interne, c'est aussi le ROI que vous allez proposer. Donc effectivement, l'outil coûte une certaine somme. Moi, je suis obligé de faire des conférences pour avoir une petite promo, pour vous dire. Mais par contre, ça se mesure. C'est-à-dire que ce que vous allez faire comme économie, faisait des A/B tests, c'est quelque chose qui se défend. Que ça soit côté votre directeur market, ou ça m'arrive souvent avec le CFO aussi. C'est quand vous présentez un outil qui vous coûte peut-être X, Y euros, mais que en fait, vous le rentabilisez parce que vous avez sauvé plus 30, 40, 50 000 euros, ils vous disent « Ah, quand même, c'est pas trop mal ». Et à l'échelle d'une année, c'est encore plus. Ils sont CFO, donc ils font des maths. Et il y a aussi effectivement ce cas, la notion de conversion. Forcément, si vous envoyez de la bonne donnée, encore une fois, la perte de cookies, l'impact, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va être incapable sur les plateformes publicitaires de toucher les bonnes personnes. Le fait d'envoyer les bonnes personnes, ça va forcément améliorer votre taux de conversion. On est dans une démarche, encore une fois, de donner de l'information au maximum à ces plateformes pour qu'ils aillent nous chercher ceux qui vraiment vont convertir quand même. Et accessoirement, pas perdre notre job. Donc voilà, ça c'est le cas d'usage. Donc là, forcément, impact tout de suite, au-delà de l'argent qu'on a économisé, taux de conversion qui s'est amélioré, ultra content. Les marketeurs dans notre équipe en acquisition se disent « Ok, jackpot ». Et finalement, on se dit
on pourrait s'arrêter là. On pourrait se dire que après ces optimisations, on pourrait être en vacances, on pourrait renégocier entretien annuel, etc., etc. Mais c'est pas le but. C'est d'aller un peu plus loin. Et il y a effectivement un sujet que chez Encore Store, et Oussama l'a bien mentionné, c'est que la qualité d'une personne qui va convertir chez vous est différente à une étape ultérieure. C'est-à-dire qu'on parle de repeat, etc. Donc j'imagine que c'est des notions que vous maîtrisez. Et forcément, nous, de notre côté, c'est pareil. On se dit, mais ok, aujourd'hui, tu es capable de matcher ceux qui convertissent, mais ce que j'aimerais bien, c'est que tu matches plus des gens qui vont faire aussi un repeat derrière. C'est-à-dire que je vais vraiment tomber sur des gens, pas forcément opportunistes, mais des gens qui aiment mon produit. Et du coup, ce qui se passe après la conversion, c'est là que Dynamo aussi, on bosse beaucoup avec eux sur ce point, c'est d'être capable en fait d'envoyer la donnée et de créer ce qu'on appelle un lead scoring pour justement ajuster à la valeur ces leads qu'on récupère. Donc je vous donne un exemple. Moi, Sylvain, je suis un opportuniste, j'ai un code promo, j'y vais, j'achète. Très bien, j'ai fait ma conversion, on est content. Par contre, je ne reviendrai pas. Parce que là, je me dis que là, j'ai eu un code promo, c'était cool, j'ai acheté ce que je voulais. Bon, après, il y a Oussama. Oussama, il se dit, attends, mais c'est incroyable cette marque, je suis amoureux, enfin, code promo en plus, pourquoi pas, je le prends, c'est un bon test. Ah non, mais attends, c'est fabuleux, le produit, ça me va super bien, t-shirt moulant, etc. Et il se dit, putain, mais pourquoi est-ce que j'en achèterais pas un deuxième ? Et en fait, ce sont des conversions qui viennent après. Et ceux-là, en fait, on les a déjà capitalisés. Donc l'idée, c'est de se dire, les clients comme Oussama, ce que je veux dans Google Ads, écoute, je suis prêt à mettre 40% de plus de valeur à ces gens-là. Donc Sylvain vaut 1, Oussama vaut 40, etc. Et l'idée, en fait, c'est d'optimiser l'algorithme pour dire, tu vois que Oussama, il te rapporte beaucoup plus, optimise vers plutôt un Oussama qu'un Sylvain. Et l'algorithme, en fait, il va faire ça. Il va juste ajuster à la valeur pour générer, en fait, plus de valeur pour la boîte. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire, qui doit être finalisé dans quelques heures. Juste après d'ailleurs. Et donc finalement, pourquoi avoir choisi Dynamo, ça c'est notre ancien data engineering manager, donc Ryan. Il est très content parce qu'il me dit, Sylvain, t'es ticket, je t'aime beaucoup, ok, on fait du basket ensemble. Oui, on dirait pas, mais je fais du basket. C'est cool, mais c'est compliqué pour moi de prioriser tes tickets parce qu'il y a la finance, il y a la logistique, etc. Je te propose une solution, il l'a implémenté en 1 heure, il est content, il me dit, jackpot, tu vas me laisser tranquille. Je lui dis, oui, on va se laisser tranquille et c'est simple à utiliser. Et ça, je crois qu'il a une offre spéciale pour 30 jours. Ça, je laisse Alexandra. Mais juste pour finir, finalement, le sujet avec Dynamo, c'est qu'ils sont capables de vous accompagner. Et je pense qu'il y a, je ne veux pas spoiler, mais il y a des briques, notamment sur la partie prédictive, qu'on travaille aussi avec eux, qui est de dire, en fait, aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable, dans ce qu'on arrive à générer en termes de nouveaux clients, nouveaux sign-up, ceux qui vont soit à la fois faire du repeat, soit qui vont convertir pour la première fois. Et c'est là où on trouve que la plateforme est plutôt cool, c'est qu'on a beaucoup plus d'insight, on est beaucoup moins dépendant de l'équipe data, et on a de la vraie data, c'est pas Jean Bidule qui fait 1 plus 1 et qui vous dit que ça fait 11, mais qui vous dit vraiment que ça fait 2. Et en fait, on a la validation aussi côté expert. Et c'est ça qui est assez bien vu chez Encore Store en tout cas. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Parce que du coup, là, il y a l'offre promotionnelle qui arrive dans 3 secondes. Donc, préparez-vous. Est-ce que vous avez des questions juste sur ça ou pas ? Ouais. Ah oui, il y a une Q&A, ouais, c'est vrai. Je vous laisse pour l'offre gratuite pendant 30 jours. Ouais, je sais que ce genre de discours d'améliorer, d'aller chercher 60% de conversion supplémentaire, c'est un discours en fait que vous entendez beaucoup. Les équipes marketing, c'est la cible parfaite des éditeurs de logiciels. Nous, on est attachés en fait à la notion de preuve de valeur. Et la solution, elle est vraiment facile à implémenter. Donc, pour convaincre nos clients et suite à notre dernière levée de fonds, en fait, on commence à offrir 30 jours pour implémenter les premiers cas d'usage un peu évidents qui permettent en fait même pour les équipes marketing d'avoir un business case en fait pour défendre en interne qu'il faut implémenter une solution type Dynamo pour améliorer l'acquisition. Et ça se passe comment ? Pendant 30 jours, en fait, on essaie de définir les prérequis pour l'implémentation de l'outil. Une fois que on est connecté à votre environnement data, on se met ensemble, on vous met à disposition
une personne de notre côté, ça peut être Alexandra par exemple, un expert data marketing, un expert des cas d'usage, et en fait on définit avec vous 3 cas d'usage à implémenter pendant ces 30 jours et un schéma pour tester leur impact en fait sur votre acquisition, et on vous aide en fait à les implémenter. Tout ce qu'on vous demande en fait, c'est un peu de collaboration pour essayer de les tester et tester cet impact sur les différentes plateformes, et au bout des 30 jours en fait c'est à vous de voir aussi l'impact que ça vous génère et de décider en fait de partir sur un abonnement de la solution ou pas, mais en tout cas on veut des clients qui soient ambassadeurs comme Sylvain l'est, qui soient convaincus que c'est pas une solution un peu parce que c'est obligatoire, parce que c'est réglementaire ou autre, mais qu'on soit convaincus du ROI que ça génère aussi pour les marques. Et on est exposant aujourd'hui dans le salon, donc venez nous voir si vous voulez voir une démo et ou si vous voulez discuter des cas d'usage qu'on peut implémenter pour vos différentes entreprises. Et voilà. Et là, c'est aux questions. Merci beaucoup. Effectivement, s'il y a des questions, je crois que c'est le moment. On a N'hésitez encore pas. 15 minutes, donc n'hésitez pas. Comment ? Personne. Vraiment. Grande timidité, Il suffit toujours d'un premier. grosse faim. Ouais, je vois de l'hésitation là-bas, mais c'est toujours pareil, c'est toujours le premier qui doit parler. Ah, toi, t'es au top, toi. Je suis sûr qu'il y en aura une dizaine après. 20 pays plus après. Merci pour votre présentation. Vous avez beaucoup parlé du fait qu'il fallait que l'annonceur envoie ses données à des plateformes diverses et variées. Comment vous gérez la question de la confidentialité de ces données ? C'est une très bonne question. Je passe la main à Oussama. Alors, quand on parle en fait de communiquer de la donnée à ces plateformes, c'est qu'en général, c'est une donnée consentie. Vous avez le droit, c'est que vous n'avez pas bypassé la réglementation RGPD ou CNIL, et le client en fait n'a pas du tout consenti pour que vous utilisiez ces données pour remonter les conversions vers ces plateformes-là. Donc ça, c'est le premier sujet. Dans Dinmo, en fait, vous filtrez par le consentement. Donc ça, c'est la première étape. Donc on est complètement en règle avec la réglementation en vigueur en Europe. Donc ça, c'est un des avantages aussi de Dinmo, c'est que vous avez le droit de choisir ce que vous envoyez. Parce que ce n'est pas un tag qui est installé sur le site, c'est vraiment vous qui définissez exactement ce que vous envoyez à chaque plateforme. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'il y a des pratiques pour partager ces informations. La première, c'est de ce qu'on appelle le cryptage, donc le hachage en SHA-256, pour ceux qui sont familiers avec, que nous on fait automatiquement. Même si la donnée dans sa source, en fait, elle n'est pas hachée, avant même de partager n'importe quelle donnée, on va s'assurer qu'elle est au bon format et on va les encrypter avant de les envoyer. Sachez que ces données-là sont utilisées uniquement pour le matching, c'est-à-dire pour reconnaître est-ce qu'une personne qui a été exposée à une de vos publicités a converti ou pas. Et tout ce process-là, c'est un process validé par la CNIL, validé par le RGPD et complètement en règle avec les lois en vigueur. Il reste encore un petit peu de temps, hein. N'hésitez pas. Mauvaise prédiction, du coup. Bonjour. Vous avez parlé au début de la possibilité de mettre à disposition des données offline. Si vous pouviez en dire un peu plus. Oui. Je pense en donnant un exemple, ce serait très bien. Prenons Nexity, un de nos clients. Nexity, le business model, enfin, l'utilisation de ces plateformes d'acquisition a pour objectif de générer des leads qualifiés qui vont aller prendre un rendez-vous en agence pour acheter un appartement en neuf. Le problème, c'est que sur le site, ce qu'il traque, c'est il a vu un programme et ça finit à j'ai téléchargé un formulaire. Sauf que je peux télécharger le formulaire et faire aucune action. Et derrière, le lead n'est pas qualifié. Le call center va prendre le téléphone, va appeler. En fait, le lead ne répond pas. Il ne va jamais en fait, aller en agence pour rencontrer, voir les appartements qui sont proposés. Cette information elle est extrêmement importante pour différencier les leads intentionnistes, opportunistes de ceux qui vont vraiment aller convertir.
Sauf que pour que Google puisse justement faire plus de leads qualifiés, il a besoin d'avoir cette information. Sauf que cette information, elle n'est pas disponible sur le site, elle est dans les bases market. Et une fois que le call center, la notion offline, elle est là. Ça ne se passe pas sur le site, ça se passe ailleurs. Et donc pour la remonter, on récupère cette information, ils l'ont déjà centralisée, et via Dinmo, ils définissent cet événement qui est lead qualifié, et ensuite achat. Ils utilisent Dinmo pour envoyer régulièrement cette information à Google et Facebook et passer toutes leurs campagnes d'acquisition, des campagnes qui s'optimisent sur le dépôt d'un formulaire, à des campagnes qui optimisent pour la génération de leads qualifiés. Donc c'est une information offline, ce qui leur permet derrière en fait, de réduire le coût d'acquisition par lead qualifié de 35%. Donc, deux avantages, c'est déjà qu'ils ont un funnel complet, ils peuvent mesurer le coût par lead qualifié, et le deuxième avantage c'est d'être capable d'optimiser aussi ce coût par lead qualifié. Et pour ce genre de cas d'usage, quand on voit sur Facebook, sur Google, toutes les plateformes publicitaires, TikTok, Snapchat, ils donnent à disposition des API qui permettent de recevoir cette information. Mais il faut être capable en fait de l'envoyer régulièrement à chaque fois qu'en fait l'information arrive pour être capable de renvoyer ce signal-là qui est important à ces algorithmes dans les meilleurs délais. J'espère que c'est clair. Le cas d'usage vraiment qui revient très souvent sur les conversions offline, c'est par exemple ton objectif c'est de générer des leads. Et en fait tu sais que les leads, il y a peut-être un lead time de convertir à peut-être 3-4 mois. Et le fait en fait d'être capable de savoir qu'au moment où ils vont convertir, tu vas être capable de renvoyer la donnée, Google, en fait, il va être capable de matcher avec sa base pour te dire, ok, par rapport à ton nombre de leads, combien on convertit réellement. Ce qui te permet, toi aussi, d'avoir des actions pour dire, cette campagne qui faisait autant de leads et qui ont converti autant de fois en réel, c'est top, je vais garder et optimiser cette campagne. Parce que tu peux avoir une campagne qui va te générer des leads un peu foireux. C'est ça le problème. Et ça, t'en veux pas. Et donc, le fait d'envoyer des conversions offline, ça te permet vraiment de distinguer l'efficacité de ta campagne à générer des leads qualifiés. Ouais. Moi, j'ai un cas d'usage aussi hors business de lead, mais c'est aussi tout ce qui peut se passer en magasin pour les business qui font du e-commerce et juste du physique. Moi, typiquement, les chaussures que j'ai au pied actuellement, j'ai été targetée sur Facebook, je les ai trouvées belles, mais je suis allée les acheter en magasin parce que je voulais les essayer et tout. Et en fait, pendant une semaine derrière, j'ai continué à être targetée parce que j'avais cliqué sur la pub, mais en fait, je les avais déjà au pied et ça m'énervait un peu quand même de recevoir ce genre de publicité en continu. Donc, c'est aussi juste remonter ce qui se passe en magasin et éviter de dépenser du budget sur des gens qui viennent d'acheter en fait. Ça permet aussi de valoriser l'effet drive to store, parce que vos campagnes, c'est un budget, parfois vous pouvez être challengé sur le fait que les conversions, ça me coûte très cher par rapport à ce que je dépense, et ça vous permet aussi de justifier, de mesurer, d'avoir sur les plateformes des conversions offline, et donc de voir que le ROI final des campagnes il est meilleur, parce qu'il y a des conversions, 10-20%, qui ont envoyé les clients vers les magasins. La prédiction commence à être pas mal. Oui, bonjour. Vous fonctionnez en mode SaaS, donc il y a un système d'abonnement a priori. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'infos? C'est toujours le nerf de la guerre de savoir combien que ça coûte. Est-ce que vous fonctionnez, je sais pas, c'est en volume en fonction de data qui est envoyée aux différentes plateformes, en fonction du nombre d'utilisateurs? Si on peut avoir quelques infos là-dessus. Effectivement, c'est un modèle SaaS, donc ça se passe à l'abonnement. Le prix de l'abonnement il va dépendre de la quantité de données envoyées, parce que ça a un impact aussi sur les ressources qui vont être utilisées pour assurer l'envoi de ces informations, et le nombre de plateformes que vous utilisez dans votre acquisition, ou même on fait aussi du CRM, en tout cas les plateformes qui sont connectées et vers lesquelles vous allez envoyer les données. Donc c'est la multiplication des deux qui va vous mettre sur une catégorie, et ça va définir le prix de la licence. Si vous voulez plus de détails, en fait, on est le boot, c'est de quel stand? Ouais, on est au stand, Village des Innovations du coup, Village 1 et des Innovations, stand 2. C'était sur la slide suivante. T'as un peu d'infos sur ta volumétrie de ton côté? Non. Non. Ok. Si au cas où tu aurais pu faire une estimation, quoi. C'est déjà fini? Allez, une dernière question. Bon, alors on lève la séance. Super. Merci beaucoup. Attention.